Donc, nous continuons dans le monde des lamellaires avec la présentation donc, de Guillaume Roger, qui est directeur de recherche au CNRS. Donc, directeur de recherche au CNRS, et il exerce ses talents à l'Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg. Donc, vous allez voir que ses activités sont aussi centrées sur l'élaboration de matériaux lamellaires et sur leurs propriétés physiques, en particulier sur le magnétisme et comment coupler le magnétisme à d'autres types de propriétés pour obtenir des matériaux multifonctionnels. Excusez-moi. Merci beaucoup David pour l'introduction. En tout premier lieu, bien sûr, je voudrais remercier Clément pour cette invitation. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Puis on voit de la jolie science, des choses qu'on avait déjà vues dans d'autres contextes, mais expliquées de manière formidable là sur les précédentes présentations. Et puis je tiens également à remercier Corinne Pozzoli-Borgo et Hélène Gervais pour l'organisation pratique, train, hôtel, etc. C'est très bien fait. Alors je vais effectivement vous parler d'autres matériaux lamellaires, à la suite de Vanessa, avec donc essentiellement des oxydes. Et malheureusement, bon, il n'y aura pas trop de propriétés. Je vais juste parler de chimie pour l'instant sur ces objets. Alors tout d'abord, si je m'en sors. Voilà, tout d'abord, les matériaux lamellaires. Donc Vanessa a présenté des exemples autour des LDH, avec des matériaux avec des feuillets chargés positivement. Il y a évidemment d'autres types de matériaux lamellaires, hein, les matériaux avec des feuillets neutres, on connaît le graphène ou les TMD, donc Transition Metal Optical Cogenite. Et moi, je vais vous présenter quelques exemples sur des matériaux avec des feuillets anioniques, hein, qui sont des oxydes cationiques. Alors au niveau application, ces matériaux lamellaires, Vanessa nous en a présenter quelques-unes d'applications. Ces matériaux lamellaires peuvent trouver des applications de leurs propriétés dans différents domaines, hein, en optique avec des matériaux luminescents. On a vu sur des composites ou des nanocomposites, donc pour des fluides complexes, en catalyse. Et sur les oxydes dont je vais vous parler, on peut trouver un peu plus d'applications en électronique, et notamment au niveau de leur propriété diélectrique ou ferroélectrique. Ces matériaux peuvent également servir donc, de système pour délivrer des molécules, donc soit pour des applications en bio, soit dans l'agriculture. Cependant, malgré l'amplitude de ces applications, un des défis reste à contrôler qu'est-ce qu'on arrive à faire pour hybrider ces matériaux, pour amener une molécule ou un réseau organique à l'intérieur. Et là, ça reste un défi, et ça en est un tout particulièrement dans le domaine donc, des oxydes lamellaires. Donc, ce sont des matériaux avec une structure perovskite. Hein, vous retrouvez ici la structure cubique de la perovskite. Il y a 3 grandes familles d'oxydes lamellaires, donc selon la charge, la dimension du feuillet et ce qu'on met au milieu, donc des familles de Rollesen-Popper, John Jacobson et Horivillus. Et depuis quelques années, on s'est un petit peu intéressé à la fonctionnalisation de ces phases d'Horivillus. Pourquoi naïvement au départ? Parce que c'est une phase qui est connue pour ses propriétés ferroélectriques, et on s'était dit, est-ce qu'on pourrait arriver à modifier les propriétés de ferroélectricité de cette phase-là par de la fonctionnalisation? Alors vous trouvez ici notamment différents exemples de chimie, notamment dans cette publi-là, sur la chimie qu'on peut faire donc, par des échanges topotactiques dans ces systèmes. Alors, première étape, il faut synthétiser le composé, et là je suis désolé, c'est pas du tout de la chimie douce. On arrive sur des températures, c'est de la chimie du solide classique, hein, des étapes de calcination, de réaction à 900 degrés et 1200 degrés. On forme ce composé dans cette phase d'Horivillus, constitué donc de feuillets d'oxyde de tantale. Ici on retrouve les octaèdres de tantale avec du strontium dans les sites A. Et ces feuillets sont séparés par de l'oxyde de bismuth ici. Maintenant, passons à la fonctionnalisation. Au départ, je m'étais dit naïvement là-dessus, on va pouvoir mettre des molécules assez compliquées, faire de la chimie de coordination à l'intérieur, etc. Puis un petit peu de bibliographie, on voit que la fonctionnalisation a déjà été décrite, hein, notamment il y a eu un regain d'intérêt avec de travaux issus de l'université Waseda au Japon. Mais on trouve des publis datant de bien avant, notamment les années 80, avec les travaux de Bernard Ravo et également des travaux de CNR Rao. En fait, la réaction procède en 2 étapes. Une première étape de protonation, dans laquelle on va se débarrasser de l'oxyde de bismuth intermédiaire. Et ensuite, à partir de ce feuillet protoné, on peut faire réagir avec des amines, donc des amines, des monoamines ou des diamines, que l'on va pouvoir insérer dans l'espace interlamellaire. Vous voyez un premier problème ici.
c'est que ces réactions sont extrêmement longues, hein, une dizaine de jours typiquement pour faire la réaction. Donc si on veut mettre des choses un peu plus compliquées dedans, 10 jours par réaction, on n'est pas sûr que ça marche, c'était pas forcément facile. Et donc par chance, nos collègues organiciens avaient un four à micro-ondes, ici, avec lesquels il y a évidemment en chimie organique pas mal de choses qui se développent sur la synthèse micro-ondes. Et donc on a décidé d'utiliser ce four pour voir comment on pouvait développer la fonctionnalisation de ces perovskites lamellaires en utilisant la chimie micro-ondes. Alors qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte d'une part une combinaison d'un chauffage micro-ondes, donc un chauffage rapide, et un chauffage volumétrique, mais également, en fait, c'est la combinaison de micro-ondes et de synthèse solvothermale. On est en milieu fermé, donc on peut ainsi monter à haute température et pression, donc se déplacer ailleurs sur la surface de potentiel de la réaction. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on utilise cette chimie micro-ondes pour la fonctionnalisation de nos objets? Première étape, acidification. Donc on part du composé de départ, donc qu'on appelle BST, un bismuth strontium oxide. On réalise l'étape d'acidification. Alors je vous ai dit, dans les conditions classiques, c'était 5 jours à température ambiante. Eh bien on peut faire la même chose au micro-ondes, 70 degrés, 3 heures. Vous voyez qu'on obtient une cristallinité tout à fait comparable. Hein, les tailles des domaines cristallins sont tout à fait comparables. Puis on voit sur l'image MEB ici. Alors la question qui se pose là, vous allez me dire, 70 degrés, j'utilise pas vraiment l'aspect solvothermal. Hein, je reste dans des conditions de pression tout à fait classiques. Cependant, là ici, le gros intérêt, c'est qu'on va monter en température extrêmement vite. Si je fais la même manip 70 degrés en conditions ballon, donc en conditions ouvertes, avec un chauffage classique, eh bien, on obtient certes le composé ici, mais avec une cristallinité qui est absolument affreuse. Étape suivante, fonctionnalisation par des amines. On a repris les molécules tout à fait classiques décrites dans la littérature, enfin l'insertion d'amines aliphatiques, donc de monoamines ou de diamine. Et bien cette fois-ci, au lieu de passer une semaine de réaction en micro-ondes, alors cette fois-ci on est vraiment dans les conditions solvothermales, on est dans un mélange THF-eau à 110 degrés. Et vous voyez qu'on insère ici toute une série d'amines aliphatiques ou de diamines aliphatiques. On retrouve les cristallités de la littérature et les distances interlamellaires correspondantes. Premier problème quand même, c'est que dans certains cas, l'insertion de certaines amines pose problème. Vous voyez ici avec des diamines courtes, hein, éthylène-diamine ou propylène-diamine, vous voyez qu'on a fait plusieurs essais là-dessus. On arrive à fonctionnaliser, certes, donc vous voyez ici le diagramme du composé de départ, donc la phase protonée, et on fait réagir avec ces diamines courtes, et vous voyez que certes, il y a réaction, on arrive à insérer la diamine, mais on traîne toujours une partie de la phase de départ, dont on n'arrive pas à se débarrasser, même en jouant sur les conditions. En fait, pour s'en débarrasser, eh bien, on est obligé de faire une réaction en 2 étapes. On va d'abord insérer une monoamine courte, ici l'éthylamine, excusez-moi. Donc toujours en conditions micro-ondes. Là, cette fois-ci, on a un système avec bien monophasique, une seule. Bon, si on zoome ici, on voit les harmoniques de ce premier pic de diffraction 0,0L. Et à partir de ce composé éthylamine HST, on arrive donc dans une deuxième étape à insérer cette fois-ci les diamines courtes en obtenant un système bien monophasique. Donc si on résume, qu'on compare donc, ces conditions classiques et ces conditions micro-ondes, on voit que donc conditions classiques, une dizaine de jours pour insérer des monoamines ou des diamines. Conditions micro-ondes, voilà, l'essentiel de la manip se fait en 4 heures. Alors 4 heures, c'est le temps de réaction. Si on considère les temps de centrifugation et de lavage, il faut compter une journée. Mais là, pour le coup, on peut du coup envisager l'insertion de systèmes beaucoup plus complexes. Alors, ce qui était intéressant, un petit peu stressant pour l'aspect publication, c'est que pendant qu'on faisait ce travail sur donc, les phases d'Orivillus, eh bien, d'autres groupes ont fait exactement le même travail, toujours en conditions micro-ondes, sur les phases John Jacobson et Rudlesden-Popper. Par chance, Inorkem a bien voulu les 3 papiers. Donc, c'est quand même un process assez général sur l'ensemble de fonctionnalisation de ces systèmes. Étrangement, ça marche moins bien pour l'instant, ça marche moins bien sur d'autres feuillets d'oxyde lamellaires, typiquement des phases lépidocrocytes. C'est moins évident, il y a des réactivités un petit peu différentes, donc on continue à travailler là-dessus. Donc, premier gain, un gain de temps. Ce gain de temps, à quoi on peut l'utiliser? On peut l'utiliser à insérer du coup des molécules un petit peu plus complexes. Alors, on n'est pas encore dans l'ultra complexe, mais on peut insérer ici des molécules qui possèdent un cycle, des molécules chirales, des molécules possédant un cycle aromatique, des polyamines, je vais y revenir, des polyamines encore un petit peu plus sophistiquées. Vous voyez ici un système cyclame avec des pathènes H2 que nous sommes arrivés également à fonctionnaliser. Alors,
La chimie micro-ondes combinée à cette synthèse solvothermale nous permet d'aller plus vite, nous permet de mettre des choses un petit peu plus complexes. Ça ne peut pas grand-chose contre la thermodynamique. Si les amines que l'on cherche à mettre dedans ne sont pas assez basiques, typiquement pyridine ou aniline, mais on n'arrive pas à les faire rentrer dans ces phases HST. Il faut dans ces cas-là travailler sur des phases plus acides pour pouvoir les faire rentrer. Alors, autre point qui nous a permis de révéler cette approche rapide, c'est une comparaison finalement entre des aspects thermodynamiques et des aspects cinétiques dans l'insertion. Si on cherche à insérer ici cette molécule, pas bien compliqué, un phénylbutylamine, donc un cycle aromatique, 4 atomes de carbone et cette fonction amine, on peut le faire en réaction ici micro-ondes, 130 degrés, 1h30. Vous voyez qu'on obtient un composé avec une distance intermédiaire de 2,2 nanomètres. Et puis, par hasard, on a cherché à comparer avec ce qu'on pouvait faire en chauffant beaucoup plus longtemps. Donc même condition de température, 130 degrés, même condition de pression, on est toujours en milieu solvothermal, on avait calculé à peu près la taille de la chemise pour être à peu près comparable, mais 18 heures, donc on fait ça dans une étuve, donc on a un temps de chauffage beaucoup plus long et un temps de refroidissement beaucoup plus long. Malheureusement, on ne peut pas faire 18 heures au micro-ondes, le four n'apprécierait pas. Et vous voyez dans ces cas-là qu'on obtient un composé avec une distance intermédiaire de 30 nanomètres. Alors sur le diagramme RX tel que je vous le présente ici, vous voyez le premier pic 0,0L, on devine on a le deuxième harmonique, on en devine une troisième. En fait, quand on zoome, on en a par chance sur ces composés-là, on est arrivé à en avoir jusqu'à 12 pour ce composé-là et une dizaine pour celui-là. Ce qui nous a permis, ce qui a permis surtout à Christine Tavio-Guéot à Clermont-Ferrand de nous aider à faire l'analyse donc sur le profil de densité électronique 1D sur ces systèmes-là et de préciser l'organisation des molécules à l'intérieur. Et en fait, on voit qu'on retrouve que dans le composé donc synthétisé pendant un temps relativement court, donc 1h30 au micro-ondes, on a ici les molécules qui s'interdigitent légèrement avec un recouvrement, a priori un recouvrement pipi entre les cycles ici, alors que pour un temps beaucoup plus long, donc on est plus dans les conditions thermodynamiques, il y a vraiment formation d'une double couche sans interdigitation ici. Alors est-ce qu'on peut maintenant jouer entre une phase et l'autre? Partiellement. Si on part ici donc de ce composé ici avec une distance assez courte, donc qui est favorisée par les temps de réaction relativement longs, ce qui nous permet donc, comme je l'ai dit, d'avoir un composé monophasique, donc plutôt dans des conditions cinétiques. Malheureusement, pour l'instant, je n'arrive pas à le faire passer sur la phase avec une distance plus longue, donc de 3 nanomètres. En revanche, cette phase donc favorisée dans des conditions thermodynamiques, sur des temps longs, à 3 nanomètres de distance intermédiaire, on arrive par un traitement selon certains, dans l'eau par exemple, ici, à arriver sur une phase intermédiaire avec une interdigitation partielle a priori ou une inclinaison un petit peu plus grande des molécules organiques, une phase séparée avec une distance intermédiaire de 2,7 nanomètres. Et là ici c'est réversible, donc on peut aller de cette phase à 3 nanomètres vers cette phase à 2,7 nanomètres par un traitement dans l'eau et de cette phase à 2,7 à la phase à 3 nanomètres par un traitement dans l'acétone. Et il y a une assez bonne fatigabilité du système. Alors on peut aller au-delà de l'insertion d'amines. On peut également insérer des alcools sur ce système-là. Le principe est exactement le même. On peut insérer ainsi des alcools aliphatiques. Et vous voyez que par contre l'insertion d'alcool aliphatique ne se produit pas directement à partir de la phase protonée, à partir de la phase HST. Il faut en fait réaliser un échange à partir d'une phase amine. Alors ce qu'on utilise classiquement, c'est la phase butylamine. On préfonctionnalise par la butylamine et ensuite on peut insérer les alcools qui viennent, eux, se greffer. Il y a une véritable liaison covalente, tantale, oxygène et puis la chaîne organique dans le système. Vous voyez qu'on arrive ici à former donc, des doubles couches d'alcool aliphatique. Là encore, petite interrogation à laquelle on a été confronté quand on a cherché à greffer des diols. Quand on greffe des diols longs, au-delà de C4, on arrive à des distances interlamellaires autour de 2 nanomètres et au-delà de 2,3 nanomètres. Et vous voyez qu'on a un système qui est tout à fait compatible avec un arrangement en pilier, en biconnexion. Donc les deux hydroxydes du diol viennent se connecter aux couches inorganiques. En revanche, pour les diols plus courts, vous voyez qu'ici, avec l'éthylène glycol, on a une distance interlamellaire de 1,5 nanomètres, qui est à peu près la même que celle qu'on a avec le diol en C4. Donc on a 2 carbones de moins, mais à peu près la même distance. Et en fait, dans le cas de l'éthylène glycol, on a un arrangement en bicouche, où on n'a qu'un seul hydroxyle qui est coordonné, l'autre étant libre dans l'espace interlamellaire. Alors que pour le C4, on est déjà dans la configuration où on est connecté
aux 2 couches. Et ça, on l'a bien vu donc, en collaboration avec Fabrice Leroux, toujours à Clermont-Ferrand, par RMN du solide, hein, notamment en plotant, en identifiant donc le carbone ici B, le carbone en bêta de l'hydroxyde ici, qui est là décalé dans le cas d'un monogreffage et qui par contre se retrouve ici à 73 ppm, hein, donc dans le cas d'un bigreffage. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on cherche à comparer alcool et amine? Quelle est la réactivité comparée des deux? Eh bien, tout va dépendre, là, pour le coup, pas tellement des conditions de chauffage, micro-ondes ou solvothermal, mais de la quantité d'eau qu'on rajoute au milieu. Pour des quantités d'eau relativement faibles, ici, il en faut de l'eau, on n'a pas le choix. Mais pour des quantités d'eau relativement faibles, on va avoir ici une distance lamellaire très courte, 1,6 nanomètres, où la partie hydroxyle et la partie NH2 sont liées aux couches inorganiques. On a un environnement, on a une configuration en forme de pilier. Et par contre, quand on met beaucoup d'eau, vous voyez qu'on a une distance lamellaire beaucoup plus grande, autour de 2 nanomètres, où seule l'amine est liée à la couche. Si on résume ici sur un schéma, voilà, donc dans le cas de grandes quantités d'eau, on a l'amine liée à la couche et l'hydroxyle qui est libre, alors que dans le cas où on met peu d'eau, eh bien, l'amine et l'alcool réagissent. Et ça, on peut l'identifier assez facilement en identifiant donc, la position de la bande CO en infrarouge, et surtout en RMN du solide, là encore, avec l'aide de Fabrice Leroux. Encore une fois, question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets-là? Est-ce qu'on peut passer d'une phase à l'autre? Eh bien oui, dans un sens. Hein, un chauffage, alors il faut y aller assez modérément, c'est pas 70 degrés d'un coup, il faut une rampe en température assez lente si on ne veut pas perdre complètement la cristallinité. On peut passer d'un environnement ici en bicouche à un environnement pilier, où on est venu coordonner l'alcool. C'est pas juste un rapprochement, pas juste une désolvatation. On le voit bien sur la RMN, hein, on a quasiment disparition ici du pic lié au carbone de l'hydroxyle libre vers un pic lié au carbone d'un hydroxyle lié. Hein, et on le retrouve, et le composé ici, on peut le laisser à l'air pendant une dizaine de jours, il lui arrive rien, on ne passe pas d'un environnement, on ne vient pas coordonner naturellement l'hydroxyle, donc il faut vraiment chauffer, et chauffer quelques jours pour passer de cette configuration à celle-là. Malheureusement toujours, pour l'instant, on n'arrive toujours pas à réhydrater ou à casser cette liaison tantale-oxygène pour aller de là à là, mais je ne désespère pas un jour qu'on puisse faire un système réversible. Alors toujours pour la chimie qu'on peut faire à l'intérieur de ces systèmes, ce qui était un petit peu notre dada à l'époque, donc on arrive à faire des réactions d'intercalation, on arrive à faire des réactions de greffage avec des alcools. Actuellement, on s'amuse aussi à essayer de greffer, enfin ça marche, hein, des groupes tels que le travail du Bermutin a pu le montrer aussi, on peut arriver à greffer des fonctions phosphonates dans des conditions un petit peu différentes, mais ça marche également. Et ben nous, on s'est également intéressé à savoir quel genre de chimie on pouvait faire à l'intérieur de ces objets. C'est-à-dire donc des réactions que j'appelle in situ, où on vient greffer un premier précurseur et ensuite réaliser une réaction de chimie dans l'espace interlamellaire. Alors la réaction qu'on a choisie, une réaction extrêmement classique en chimie organique, la réaction de chimie clique, où on vient ici greffer dans l'espace, greffer à ce niveau-là un groupement alcyne, et qu'on vient faire réagir avec un groupement azido en présence d'un catalyseur au cuivre 1. Alors comment ça marche? Déjà le greffage du groupement alcyne, donc on travaille ici à partir de cette alcyne avec un alcool terminal qu'on vient greffer dans l'espace interlamellaire. Alors c'est un peu compliqué, on ne s'y attendait pas, mais il a fallu 3 étapes. Une première étape où on insère d'abord l'éthylamine, puis ensuite on remplace l'éthylamine par l'éthanol, et enfin seulement on remplace l'éthanol par ce pentynol. Donc bien caractérisé en infrarouge, où on va retrouver ici les bandes caractéristiques de l'alcyne insérées, en RMN également. Et ensuite, on peut faire la réaction. Donc on l'a fait avec deux molécules, une molécule présentant ici une chaîne aliphatique classique et une molécule présentant un cycle aromatique. Et donc ces deux systèmes réagissent de la même manière. On est toujours en conditions micro-ondes. On a utilisé un catalyseur au cuivre 1 absolument classique avec un PFI3 et un iodure. Et on obtient donc les composés qu'on a appelés exylclick ou benzylclick, hein, vous voyez pourquoi. Alors première caractérisation, donc en diffraction des rayons X, où on voit qu'on a clairement une augmentation de la distance interlamellaire, donc où on passe de 1,9 nanomètres pour le composé juste avec l'alcyne au milieu, et où on augmente cette distance interlamellaire d'à peu près 1 nanomètre après la réaction. On voit en infrarouge qu'on a disparition
des bandes ici du CH terminal et de la triple liaison CC, sans qu'il y ait pour autant d'apparition d'une bande azoture. Ça va dans le bon sens pour une réaction in situ, mais la preuve nous est vraiment fournie par la RMN du solide, là encore, où on voit clairement ici l'apparition de, pardon, l'apparition, donc la disparition des bandes liées à l'alcyne et l'apparition des bandes liées ici à la formation du triazole, avec notamment ces deux pics D et E pour la formation du triazole. Donc cette réaction marche et marche relativement bien. Alors, comme l'a dit David tout à l'heure, historiquement, je suis intéressé par les propriétés magnétiques, et donc une idée dans ce système-là, c'était d'essayer de voir comment on pouvait les fonctionnaliser pour amener une propriété magnétique. Alors, il y a des choses qui se font pour insérer des cations paramagnétiques dedans. Certains appellent ça de la chimie douce, ça se fait quand même en milieu sel fondu entre 700 et 900 degrés. Ça se fait. Par contre, en conditions vraiment douces, je vais dire en dessous de 150 degrés, eh bien on a essayé de se battre en partant de cette phase HST pour insérer différents sels de métaux de transition, sur la première ligne uniquement. Eh bien, soit on s'y est mal pris, mais en tout cas ça ne marche pas. En revanche, on a commencé à mettre en place une approche indirecte, où on s'est dit, mais on sait faire de la chimie organique à l'intérieur, on va essayer de faire de la chimie de coordination à l'intérieur. Chimie de coordination vraiment de base, avec des amines. Donc on a on a amené une triamine au milieu. Une petite étude RMN nous montre qu'a priori, l'amine centrale reste non protonée, donc pourrait coordonner quelque chose. Et donc on est venu ensuite faire réagir avec un sel de cuivre. Et selon les conditions dans lesquelles on s'y prenait, si on mettait beaucoup de cuivre ou pas, vous voyez qu'on a obtenu ce qu'on a appelé un solide vert ou un solide bleu. Solide vert avec une distance interlaménaire de 1,3 nanomètres, solide bleu une distance interlaménaire de 1,8 nanomètres. Si on pousse un petit peu plus loin les analyses, eh bien en fait, dans le solide bleu, on a gardé ce ligand ici, on a vraiment formé un complexe à l'intérieur. Quand, en revanche, pour le solide vert, eh bien, le cuivre est venu complètement remplacer l'ammonium et on obtient un système où le cuivre est libre dans l'espace interlamellaire. On a poussé les analyses mécanistiques un petit peu en jouant sur la quantité de cuivre, donc en passant d'un sel de cuivre, ici donc un nitrate, puisque le nitrate avait l'avantage de pouvoir être repéré en infrarouge s'il en restait, donc il ne reste pas de nitrate dans le composé final, et selon la quantité de cuivre, donc si on est en dessous de 0,5 équivalent de cuivre, on forme un solide qui est bleu, donc on a gardé, pour l'essentiel, on a gardé le ligand N3, et donc on forme un complexe dans l'espace interlamellaire. En revanche, quand on augmente la concentration de cuivre, ce cuivre 2 vient remplacer la molécule, donc la polyamine à l'intérieur, qui est chassée complètement. Vous voyez, quand on fait le dosage ici sur ces points-là, on n'a pratiquement plus de ligand. Et donc on obtient un composé où on a ici le cuivre. Alors il reste quelques traces, mais on a pratiquement remplacé complètement l'amine centrale. En revanche, donc là c'est ce qui se passe quand on met plus de 0,5 équivalent de cuivre. Pardon, je me suis trompé. Non, pardon, je me suis trompé. Ici c'est plus de 0,5% équivalent, et là c'est moins de 0,5% équivalent. En revanche, si on utilise le complexe, donc si on fait réagir avec un complexe préformé de cuivre avec cette polyamine, cette fois-ci, le système vient s'insérer ici et on obtient le solide bleu. Donc on ne remplace pas, en tout cas on conserve à l'arrivée, on ne remplace pas le ligand central. Alors on peut faire la même chose, cette fois-ci, non pas en partant du système avec une polyamine, mais en partant bêtement du système où on a fonctionnalisé par l'éthylamine. Et cette fois-ci, alors que je vous ai dit qu'il n'était pas possible d'insérer un cuivre 2 à partir du système protoné, en revanche, à partir d'un système avec une éthylamine, on peut remplacer l'éthylamine par le cuivre 2 et obtenir directement ce système de cuivre vert, donc de composés intercalés au cuivre, avec en plus une meilleure cristallinité que par cette voie-là. Et en revanche, si on utilise, donc si on cherche à insérer un complexe de cuivre, ça marche aussi, on obtient un composé, pareil, relativement bien cristallisé, un composé où on a inséré le complexe de cuivre. Donc ça nous ouvre des portes, justement pour faire du magnétisme à l'intérieur. On a déjà fait un petit peu de RPE pour caractériser les systèmes, mais après l'idée serait de faire croître des réseaux de coordination vraiment complètement pour amener les propriétés magnétiques de manière contrôlée à l'intérieur. Alors comme mon titre l'annonçait, on a fait beaucoup de chimie d'insertion, chimie de greffage. Évidemment, quand on a ce genre d'objets ici, vous voyez les images même qu'on peut avoir sur ces systèmes-là, ça ressemble beaucoup à ce que présentait Vanessa tout à l'heure.
bien une idée qui vient tout de suite, une envie qui vient tout de suite, c'est d'essayer de les délaminer pour obtenir des monofeuillets de ces systèmes-là. Alors c'est effectivement, Vanessa citait le travail de Takayoshi Sasaki au NIMS à Tsukuba, où il y a beaucoup de travaux sur l'exfoliation de ces systèmes oxydes et d'autres, donc des titanates, des niobiates, des tantalates, déjà beaucoup de choses de fait. Mais Sasaki disait déjà en 2010 que il y avait encore pas mal de travail pour essayer de produire des nanofeuillets de taille et de dimension contrôlée, et de pouvoir éventuellement trouver des solutions pour positionner précisément ces nanofeuillets à des endroits sur un substrat, à des endroits bien définis. Et 10 ans plus tard, Malouk faisait à peu près le même constat dans une revue. On manque encore de techniques d'exfoliation qui permettraient d'obtenir des nanofeuillets de manière contrôlée, et on manque toujours de choses pour les disposer. Alors je ne dis pas qu'on a la solution, mais on essaye de proposer d'autres systèmes. Alors au niveau des applications, on trouve dans cette publique qui est extrêmement bien faite, donc différentes applications de ces nanofeuillets. Pourquoi on cherche à faire des nanofeuillets ? Eh bien, pour des propriétés magnétiques, on va le voir c'est la grande mode sur des MXN, sur des MPS3. Évidemment, graphène pour les propriétés, graphène et TMD pour les propriétés électroniques. Nanofeuillets de LDH, Vanessa en a parlé. Et donc sur les feuillets d'oxyde, eh bien, on pourra amener des propriétés à la fois diélectriques ou des propriétés de catalyse. Mais encore faut-il les faire. Alors il y a différentes méthodes pour obtenir des nanofeuillets. Alors des méthodes dont je ne vais pas parler, des méthodes bottom-up, qui sont obtenues par CVD ou par des voies de synthèse chimique en conditions contrôlées pour obtenir par exemple des MOF 2D. Mais il y a différentes méthodes, donc top-down, donc soit en exfoliation mécanique, la fameuse méthode Scotch sur le graphène, et des méthodes en phase liquide. Donc, soit avec des forces mécaniques, donc sonication ou force de cisaillement, soit avec l'utilisation d'ions, donc intercalation d'ions, échange d'ions, ou méthode, je partagerai entre les deux, mais de selective etching. Alors le problème, c'est à la fois les temps d'exfoliation sur ces objets-là. Par exemple, les réactions d'échange ionique dans ces systèmes, dont Vanessa en présentait quelques exemples, ça marche, mais c'est extrêmement long. Vous voyez des labos où les réactions tournent avec un tétrabutylammonium pendant des dizaines de jours. Voilà. L'autre inconvénient, c'est qu'on obtient dans ces cas-là des feuillets nus. Et il faut, pour essayer de les utiliser, en tout cas en tant que chimiste, il faut arriver à les fonctionnaliser sans les recondenser, ce qui n'est pas évident. Donc une approche qu'on essaye de développer, c'est d'utiliser les forces mécaniques, donc sonication et forces de cisaillement, mais à partir de composés lamellaires fonctionnalisés. L'idée étant donc de partir d'un bulk fonctionnalisé tel que ceux que je vous ai présentés dans la première partie, et d'utiliser les méthodes d'exfoliation développées sur des feuillets nus. Alors, première idée, on va partir d'un feuillet fonctionnalisé, par exemple par un alcool, et on va essayer de faire réagir avec, de manière très très classique, avec un tétrabutylammonium. Ça, c'était l'idée. Malheureusement, ça s'arrête à peu près là, puisque certes, on exfolie, mais on casse également la fonctionnalisation du feuillet. Donc, on obtient des feuillets nus, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de s'embêter à faire ici une méthode de fonctionnalisation, parce qu'on obtient la même chose que ce que les gens font par des voies classiques. Une approche qu'on a commencé à développer il y a quelques mois, voire seulement quelques semaines, donc l'utilisation de polymères solides, donc typiquement des polyéthylène glycol, pour combiner... C'est une approche relativement proche ici, où là on utilisait des tétrabutylammonium, là on utilise d'autres macromolécules, enfin des macromolécules pour le coup, pour séparer vraiment les feuillets. Alors ça produit des feuillets, je vous en présenterai quelques exemples. Pour l'instant, est-ce que c'est vraiment des monofeuillets ou est-ce que c'est quelques feuillets ensemble? C'est un peu plus compliqué. Et les approches ici, donc mécaniques, soit par voie cisaillement, soit par voie de sonication, donc en utilisant les forces de cisaillement ou en utilisant les forces de cavitation. Là encore, ça commence à donner des choses. Alors la première méthode, celle que je juge la plus prometteuse sur nos systèmes, c'est l'utilisation de forces de cisaillement. Alors ça, c'était notamment développé par Jonathan Coleman sur le graphène, qui faisait la remarque que le graphène, c'est a priori très très bien, mais au niveau application industrielle, si la seule méthode de production du graphène, c'est le scotch et la mine de crayon en papier, il va y avoir certaines difficultés. Et donc, Jonathan Coleman a du coup développé l'utilisation de blender, de systèmes en utilisant les forces de cisaillement, qui permet d'obtenir des litres et des litres de suspension de graphène en choisissant bien le solvant. Donc, nous, on a essayé d'essayer d'utiliser ça aussi. Donc, on monte sur des vitesses de cisaillement
jusqu'à 30 000 tours par minute, hein, donc on est sur des choses assez importantes. On peut jouer sur le solvant, que ce soit les solvants polaires, aprotiques, non apolaires, aprotiques, polaires, protiques, etc., etc. Et on va nous également jouer sur la fonctionnalisation du composé de départ. Alors, première chose, quand on part d'un composé, quand on part du composé HST, donc le composé protoné, on a beau touiller, on n'arrive pas à séparer, et comme le faisait remarquer Vanessa, c'est bêtement que la densité de charge de ce système-là est trop importante pour pouvoir les séparer juste par des forces mécaniques. En revanche, quand on les fonctionnalise, on diminue la densité de charge de surface, et on peut commencer à les séparer. Alors, quelques résultats préliminaires qu'on a pour l'instant. Le solvant doit logiquement être polaire. Au niveau des temps d'exfoliation, 5 minutes, ça suffit. 5 minutes à 11 000 tours minute, parce que ce n'est pas la peine non plus de monter excessivement en rotation pour obtenir ces nanofeuilles. Je termine avec quelques photos. Donc, également un problème de séparation et de purification des systèmes, parce que on va faire une première étape d'exfoliation, mais il y a beaucoup de composés qui n'est pas exfolié. Donc, une première étape de centrifugation, vous voyez que certes, sur ces images-là, certes, on a des nanofeuillés, ça se voit notamment ici, mais on a encore des trucs qui sont vraiment pas exfoliés. En revanche, si on fait plusieurs étapes de centrifugation, donc vraiment des étapes de centrifugation sélective, on arrive à isoler des systèmes, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont complètement exfoliés, mais en tout cas qui sont beaucoup plus minces. Problème donc pour contrôler et pour mesurer la polydispersité des systèmes, parce qu'on a à la fois une dispersité en taille et une polydispersité en forme. Donc pour l'analyse en diffusion de lumière, ça complique les choses. On y arrive néanmoins en finissant, malheureusement jusqu'à présent on n'a pas le choix, en finissant par modéliser avec un système de type sphère dure. On arrive à déterminer des rayons hydrodynamiques moyens. Alors dans les solvants type acétonitrile, on a des rayons hydrodynamiques moyens qui sont plus importants que dans les solvants type eau. En fait, dans l'acétonitrile, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, cette polydispersité, qu'on n'a pas les petits feuillets, mais simplement dans l'eau, les grands feuillets ne se forment pas et tombent au fond. Voilà, quelques images pour finir. Donc voilà les systèmes que l'on peut avoir en utilisant les méthodes d'exfoliation en utilisant des systèmes de type PEG. Et puis voilà ce qu'on peut obtenir avec des méthodes type sonication, ou ici avec des méthodes type force de cisaillement. Vous voyez que là on est arrivé à isoler un système donc en cours d'exfoliation, hein, vous voyez les feuillets qui se séparent. Alors il faut se méfier sur juste, là ici on va dire qu'on a un monofeuillet, il faut y aller doucement. En voyant cette première image, là ici on avait formé un grand feuillet de plusieurs centaines de nanomètres de côté. On se dit super, vu la transparence, on a un monofeuillet. En fait, quand on regarde un petit peu plus près, c'est ce qui est marqué là, c'est ce qui est montré là ici. On voit qu'en fait, on a 3 feuillets. Hein. On n'est pas encore au stade des monofeuillets complètement isolés. Et puis malheureusement, certaines fois, ils ont la bonne idée de se replier sur eux-mêmes. Alors, cette image, je la trouve jolie, mais elle est un petit peu désespérante aussi. On forme des nanofeuillets, parce que là, pour le coup, ça en est un. Mais vous voyez qu'il a la bonne idée de former ce qu'on a qualifié au labo de nanoclinex. Et voilà, donc après, pour la caractérisation, ça complique encore les choses. Alors on peut se rapprocher sur l'étude en mètres, mais là encore une fois, donc là on voit qu'on a 2 feuillets, un ici et puis sa superposition là. Faut contrôler les conditions pour ne pas, comme on le voit ici, abîmer le feuillet sous le faisceau. Une des meilleures caractérisations, pour l'instant, c'est l'utilisation de l'AFM, où vous voyez qu'en faisant des dépôts de ces nanofeuillets donc par deep coating, ou ce qui marche pas mal en ce moment, c'est le spray coating. On arrive à isoler donc des grands feuillets sur des systèmes avec des distances, des épaisseurs d'environ 2 nanomètres, qui correspond relativement bien à l'épaisseur d'un feuillet plus les molécules de part et d'autre. Voilà. Alors je vais conclure très rapidement sur les perspectives. Donc essayez maintenant de continuer donc sur cette approche fonctionnalisation par amener les propriétés. Hein, j'en parlais tout à l'heure, propriétés magnétiques. Et sur les approches exfoliation, l'idée serait de continuer ce qui se fait sur des approches purement électrostatiques, de continuer sur ces systèmes-là pour pouvoir ensuite les réassembler et combiner les propriétés de nanofeuillets. Et enfin, donc pour remercier les différentes personnes, et notamment donc les 2 étudiants, Yan Wei Wang sur la partie fonctionnalisation, et Frédéric Paillet qui travaille actuellement sur la partie exfoliation, et les différentes personnes avec qui j'ai la chance de travailler, notamment François Schossler et Jérôme Combet pour ce qui est diffusion des rayons X et diffusion de la lumière, l'équipe de microscopie, Driss, Ovidio et Corinne,
À Clermont-Ferrand, Fabrice Leroux, Christine Tavio et la RPE, j'en ai pas parlé à Strasbourg, Philippe Turek, Nathalie Parisal. Merci beaucoup.